Il pensait qu'elle n'était qu'une serveuse, quelqu'un qui essuyait les tables dans le restaurant le plus chic de New York, servant de couverture à la mafia. Puis Lorenzo Moretti entra. Il était le KPO des 5 familles et n'avait pas souri depuis 1989. Il la regarda, rit et dit à son conseiller, dans un dialecte sicilien rare, qu'elle n'était qu'une ordure bonne à nourrir les rats. Il pensait qu'elle était sourde à son monde. Il se trompait. Non seulement elle le comprenait, mais elle lui répondit dans le dialecte de son propre village, une langue morte pour tout le monde, sauf les fantômes de Sicile. La salle ne se tut pas seulement, elle cessa de respirer. La serveuse n'était pas insignifiante. Elle était l'arme qu'il n'avait pas vue venir. Sophie ajusta le col de son uniforme noir. Le tissu lui grattait le cou. L'air à Levetta avait toujours la même odeur. Huile de truffe, eau de Cologne coûteuse et pure. C'était un parfum particulier, unique à cette partie de Tribeca, où les voitures garées à l'extérieur valaient plus que la plupart des maisons du Midwest. Elle vérifia son reflet dans le laiton poli de la machine à expresso. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière. Elle était très peu maquillée et gardait les yeux baissés. Son objectif était de passer inaperçu. Pendant 3 ans, Sophie avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor. Elle n'était pas Sophie la femme. Elle était la main qui versait l'espresso, l'ombre qui débarrassait les assiettes. La table 4 est libre, dit le maître d'hôtel. Marco lui lança un regard noir en passant devant elle. Et arrange ton tablier, il vient ce soir. Sophie n'avait pas besoin de demander qui il était. Depuis midi, tout le restaurant était en effervescence. Lorenzo Moretti. La presse le qualifiait de consultant en logistique. Le FBI l'appelait le Teflon Don. Dans la rue, on le connaissait sous le nom d'Ilopo, le loup. Sophie sentit un nœud froid se former dans son estomac. Elle reconnut son visage. Tout le monde le reconnaissait. Mais pour elle, le nom de Moretti avait une signification particulière. C'était un nom gravé dans les pierres tombales d'un passé qu'elle avait enterré sous un faux numéro de sécurité sociale et un appartement bon marché dans le Queens. Je prendrai la partie arrière, murmura Sophie, essayant d'échanger son service avec Jana, une jeune serveuse qui regardait les gangsters avec un mélange de terreur et d'excitation. Pas question, rétorqua Marco qui l'avait entendu. Jana tremble quand elle verse la soupe. Tu as du sang-froid, Sophie. Tu t'occupes de la table VIP. Ne me fais pas honte ou tu seras virée. Elle acquiesça, serrant son plateau si fort que ses jointures blanchirent. Elle avait passé une décennie à fuir ce monde et l'héritage qui avait taché ses mains de rouge avant même sa naissance. Et maintenant, elle devait servir du vin à l'homme qui siégeait sur un trône construit sur des eaux. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. La musique jazz d'ambiance ne s'arrêta pas, mais les conversations, oui. Lorenzo entra. Il était plus grand que sur les photos de surveillance que Sophie avait étudiées dans sa vie antérieure. Il portait un costume anthracite dont la coupe était si nette qu'elle semblait pouvoir faire couler le sang. Il ne regarda pas autour de lui. Il n'en avait pas besoin. Dès que ses chaussures touchèrent le sol en marbre, il s'appropria l'espace. Il était flanqué de ses 2 locataires. Matteo, une brute avec une cicatrice traversant son sourcil, et Silvio le conseiller, un homme plus âgé avec des yeux de requin. Ils se dirigèrent vers la table 4, la banquette d'angle avec la meilleure vue sur les sorties. Sophie prit une inspiration. Juste une serveuse, se répéta-t-elle. Juste un fantôme. Elle s'approcha de la table avec la carafe d'eau. Ses gestes étaient précis et expérimentés. Elle versa l'eau sans en renverser et posa les verres délicatement. Lorenzo ne leva pas les yeux. Il était occupé à parcourir le menu. Tout le monde savait qu'il commanderait l'ossobuco sans même regarder. Bonsoir, messieurs, dit Sophie d'une voix monotone à l'accent américain. Puis-je vous apporter quelque chose du bar? Lorenzo fit un geste de la main pour la congédier, trop hautain pour parler au personnel. Silvio, l'homme plus âgé, leva les yeux. Ouvrez le Barolo 96 1 heure avant de le servir et apportez les antipasties immédiatement. Bien sûr, répondit-elle en se retournant pour partir. C'est alors que cela se produisit. Elle sentit le regard de Lorenzo posé sur elle. Ce n'était pas un regard d'attirance. C'était le regard d'un prédateur sentant un mouvement dans les sous-bois. « Attendez !» dit Lorenzo d'une voix à la fois grave et suave. Sophie se figea, lui tournant toujours le dos. Elle se retourna lentement. « Oui, monsieur. » Il la dévisagea de la tête aux pieds, ses yeux analysant tout,
ses chaussures, ses mains, sa posture. Il cherchait une menace. Il trouva une serveuse. Il ricana d'un rire cruel et arrogant. Se calant dans son fauteuil, il se tourna vers Sylvia et changea de langue. Il ne parlait ni anglais ni italien standard. Il parlait plutôt un dialecte sicilien influencé par la langue arborèche, parlé dans les villages de montagne près de Palerme. C'était autant un code qu'une langue, utilisée par les vieilles familles pour discuter affaires devant la police spiriti et les Américains. Lorenzo murmura quelque chose à Sylvia en désignant vaguement Sophie avec son menton. « Regarde cette femme, de la viande bon marché. On dirait une mule fatiguée qui ne sait même pas tenir une assiette. » Silvio gloussa en buvant une gorgée d'eau. « C'est une honte, Enzo. Mais tant qu'elle apporte le vin, qui s'en soucie? » Lorenzo sourit, le regard cruel. « Sifus, Cecilia. Si nous étions en Sicile, je la mettrais à nettoyer les toilettes. C'est tout ce qu'elle vaut. » L'insulte était ignoble. Elle était vulgaire. C'était de l'arrogance typique des Moretti. Sophie resta là, le plateau tremblant légèrement dans sa main. Non pas de peur, mais de rage. Elle connaissait ce dialecte. Elle ne le connaissait pas seulement. C'était la langue dans laquelle sa grand-mère chantait des berceuses. C'était la langue dans laquelle son père avait crié avant d'être abattu dans une oliverie en Palestine il y a 20 ans. C'était la langue de son sang. La chose intelligente à faire était de s'en aller. La chose sûre à faire était d'être la mule qu'il pensait qu'elle était. Mais Sophie était fatiguée. Elle était fatiguée de se cacher. Elle était fatiguée de porter cet uniforme bon marché. Et elle était fatiguée des hommes comme Lorenzo Moretti qui se prenaient pour des dieux simplement parce qu'ils portaient des armes. Le silence à table se prolongeait. Il s'attendait à ce qu'elle s'incline et s'en aille. Au lieu de cela, elle serra plus fort le plateau vide. Sa posture changea. La servitude de la serveuse fatiguée disparut, remplacée par la posture fière et droite d'une femme née dans une dynastie plus ancienne que la sienne. Elle regarda Lorenzo droit dans les yeux. La température dans le restaurant sembla baisser de 10 degrés. Le piano jazz en fond sonore sembla s'effondrer dans un bruit blanc. Lorenzo détournait déjà le regard, tendant la main vers un graissin et l'ignorant complètement. Sophie ne bougea pas. « Molle ébauche » répéta-t-elle doucement. La main de Lorenzo se figea à mi-chemin vers la corbeille à pain. Ce n'étaient pas les mots qui l'avaient arrêté. C'était l'accent. Elle ne le prononçait pas comme une touriste américaine essayant de prononcer bruschetta. Elle le prononçait avec le rythme guttural et saccadé de l'ancien pays. Il tourna lentement la tête, le front plissé. « Excusez-moi » dit-il en anglais, pensant d'avoir mal entendu. Sophie ne sia pas. Elle s'approcha de la table, violant la barrière invisible de l'espace personnel que les chefs mafieux maintenaient autour d'eux. Elle parla clairement, sa voix couvrant le bruit de la salle à manger. Mais elle ne parla pas anglais. Au lieu de cela, elle passa sans effort au même dialecte sicilien obscur qu'il venait d'utiliser. « Dei Morete » dit-elle d'une voix basse et menaçante. « Vous parlez de mule, Don Morete, mais un vrai homme n'insulte pas celui qui lui sert son pain. Seuls les chiens aboient sur ceux qu'ils ne peuvent mordre. » Le bruit des couverts qui s'entrechoquaient aux tables voisines s'arrêta. Sylvia laissa tomber sa fourchette. Elle heurta bruyamment la porcelaine. Matteo, le garde du corps, se leva à demi de son siège, la main plongée dans sa veste à la recherche d'une arme. Lorenzo leva la main pour l'arrêter, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Sophie. Son arrogance avait disparu, balayée par le choc. Son visage pâlit, puis rougit d'une chaleur dangereuse. « Chisi aussi » murmura Lorenzo, reprenant son dialecte. « Qui êtes-vous » Sophie pencha la tête, un sourire froid jouant sur ses lèvres. « Pora Winu » répondit-elle. « Je suis celle qui vous apporte le vin. » Elle soutint son regard pendant 3 secondes, chacune durant un battement de cœur. Une éternité dans leur monde, un défi. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, elle redevint la serveuse soumise. « Je vais aller chercher cette bouteille de vin » dit-elle dans un anglais neutre. « Décanté. »« 1 heure » dit-elle en tournant les talons et en s'éloignant. Elle sentait son regard brûlant entre ses omoplates. Elle traversa les portes de la cuisine et, dès qu'elles se refermèrent, s'effondra contre le comptoir en acier inoxydable, le souffle court. « Sophie » cria Marco depuis le passe-plat. « Où est l'antipasto pour la table 4 ?»« Je m'en occupe » répondit-elle sèchement.
les mains tremblantes, tandis qu'elle attrapait le plateau de prosciutto et de melon. Elle avait commis une erreur grave, potentiellement fatale. On n'humilie pas un capot devant ses hommes, et on ne révèle certainement pas qu'on parle la langue secrète du cercle restreint. Dans la salle à manger, l'atmosphère à la table 4 était passée de détendue à mortelle. Lorenzo fixait les portes de la cuisine, agrippant la nappe si fort que ses jointures blanchissaient. « Je comprends », murmura Sylvia en essuyant la sueur sur sa lèvre supérieure. « Enzo, dit-elle, je comprends l'arberèche. Ce n'est pas l'italien qu'on apprend à l'école. C'est celui du village, c'est celui de la famille. »« Je sais ce que c'est, » grogna Lorenzo. « Qui est-elle » demanda Matteo, les yeux balayant la pièce. « Un agent fédéral? Une taupe ?»« Non, » répondit Lorenzo, l'esprit en ébullition. « Les agents fédéraux apprennent l'italien à Quantico. Ils parlent comme des manuels scolaires. Elle parlait comme ma grand-mère. » Il baissa les yeux vers ses mains. Il l'avait insultée et traitée de poubelle, mais elle l'avait réprimandée avec plus de dignité que ses propres capitaines. « Trouvez-le, » ordonna Lorenzo à voix basse. « Patron, on peut simplement l'attraper après son service, suggéra Matteo. « Non, » rétorqua Lorenzo. « Nous sommes en public et je veux savoir qui l'a envoyé. On ne trouve pas une file comme ça servant des pâtes à Tribeca par hasard. Quelqu'un l'a placé ici. Peut-être les Rousseau, ou peut-être la Triade, ou peut-être, dit Silvio à voix basse, elle n'est qu'un fantôme. » Lorenzo se leva. « Je n'ai pas faim. Patron, je vous l'ai dit, je n'ai pas faim. Laissez $8 000 sur la table, on s'en va. »« Je m'occupe de la fille, » dit Lorenzo en boutonnant sa veste. Sophie jeta un coup d'œil par la petite fenêtre ronde de la porte de la cuisine, juste à temps pour voir Lorenzo Moretti se diriger vers la sortie. Mais avant d'atteindre la porte, il s'arrêta. Il se retourna et regarda droit vers la fenêtre de la cuisine. Il ne pouvait pas la voir à travers la vitre, mais il savait qu'elle était là. Il porta 2 doigts à ses yeux, puis désigna la porte. « Je te surveille, » semblait-il dire. Sophie recula, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine comme un oiseau pris au piège. Elle avait voulu blesser son ego. Au lieu de cela, elle avait invité le loup dans sa maison. Son service se termina à 2 heures du matin, et Sophie passa le reste de la nuit à sursauter au moindre bruit. Chaque fois qu'un client élevait la voix, elle pensait qu'il s'agissait d'un commando. Elle se dépêcha d'enlever son uniforme et enfila un sweat à capuche gris ample et un jean. Elle sortit par la ruelle arrière, où l'odeur du carton mouillé et des ordures l'accueillit. C'était la réalité peu glamour de New York. Elle marcha rapidement, la tête baissée, ses clés entre les doigts, une habitude prise depuis qu'elle vivait en cavale. 2 pâtés de maisons plus loin, sur Varick Street, elle l'aperçut. Une Cadillac Escalade noire était garée au bord du trottoir, le moteur tournant au ralenti. Les vitres étaient ainsi teintées qu'elles ressemblaient à des nappes d'huile. Sophie s'arrêta. Elle fit demi-tour pour partir dans l'autre sens, mais une Maserati élégante sortit d'une rue latérale, lui bloquant la retraite. Elle était piégée. La porte arrière de l'Escalade s'ouvrit. Ce n'était pas Matteo ni l'un de ses hommes de main qui en sortit. C'était Lorenzo. Il était seul. Il s'appuya contre le cadre de la porte et alluma une cigarette. La flamme illumina les angles marqués de son visage. Il avait l'air différent sous les réverbères. Il ressemblait moins à un roi qu'à un bagarreur de rue vêtu d'un costume coûteux. « Tu marches vite, » dit-il. Sophie ne répondit pas. Elle calcula la distance qui la séparait de l'entrée du métro. 50 mètres, trop loin. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il en tirant une bouffée. « Si je voulais ta mort, tu n'aurais pas dépassé la benne à ordures. »« Que veux-tu » demanda Sophie d'une voix calme. « Des réponses, » répondit Lorenzo. Il jeta sa cigarette et l'écrasa sous sa chaussure cirée. « Tu m'as embarrassé ce soir, Sophie. » C'est le nom qui figure sur l'étiquette, n'est-ce pas? Sophie, c'est un nom courant, et elle parle le dialecte des montagnes de Corleone. Est courant. Il fit un pas vers elle. Je t'ai observé pendant que j'attendais. Sophie Miller, numéro de sécurité sociale délivré dans l'Ohio. J'ai fait mes études secondaires à Dayton. Poste de passeport, poste de famille. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. Il sentait le tabac et le danger. Du papier, murmura-t-il. Tu es faite de papier. Sophie. Toute ta vie est un mensonge, tapé par quelqu'un qui est très doué pour falsifier des documents. Qui es-tu vraiment? Je suis juste une serveuse qui veut rentrer chez elle, dit-elle.
Monteser Lorenzo tendit la main. Pendant un instant, Sophie crut qu'il allait la frapper. Son corps réagit instinctivement. La mémoire musculaire acquise lors d'un entraînement qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années se réveilla. Alors que sa main se dirigeait vers son épaule, elle ne broncha pas. Au lieu de cela, elle repoussa son poignet de la main gauche, s'avança dans sa garde et lui asséna un coup de coude droit dans les côtes. Le mouvement fut fulgurant. Lorenzo, à son crédit, fut rapide. Il bloqua le coup, mais la force de celui-ci lui coupa le souffle. Il trébucha en arrière, la regardant avec des yeux écarquillés. Sophie se tenait en position de combat, le centre de gravité bas et les mains levées. Les filles de l'Ohio ne se battent pas comme des instructrices de Krav Maga, haleta Lorenzo, un sourire narquois revenant lentement sur son visage. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air ravi. « Ne m'approchez pas, Moretti, » avertit Sophie. « Vous avez frappé un homme qui travaille comme femme de chambre. » Lorenzo rit sombrement. « Tu connais la sanction pour ça? »« Je connais les règles, » dit-elle. « Tu connais les règles, » répéta-t-il. Il redressa sa veste. « Tu parles la langue, tu te bats comme un soldat, et tu te caches comme un espion. » Il s'approcha à nouveau, plus lentement cette fois, les mains levées en signe de reddition. « J'ai un problème, Sophie. Je suis entouré d'ennemis. Il y a des rats dans mon organisation. Ce soir, j'ai trouvé la seule personne à New York qui n'a pas peur de moi. » Il fouilla dans sa poche. Sophie se raidit, prête à frapper à nouveau. Il en sortit une carte. Elle était noire, avec un seul numéro de téléphone doré en relief. « Je n'ai pas besoin d'une serveuse, » dit Lorenzo doucement. « J'ai besoin de quelqu'un qui puisse voir les couteaux arriver avant moi. Quelqu'un qui comprenne les anciennes méthodes. » Il glissa la carte dans la poche de son sweat à capuche. « Appelez-moi ou pas. Mais si les Rousseau découvrent qui vous êtes vraiment avant moi, vous regretterez de ne pas être avec moi. » Il remonta dans l'escalade. La portière claqua. Les pneus crissèrent lorsque la voiture s'éloigna dans la nuit, laissant Sophie seule sous le réverbère vacillant. Elle fouilla dans sa poche et sortit la carte. Ses mains tremblaient à nouveau. Les Rousseau. Il avait mentionné les Rousseau. Sophie ferma les yeux. Si les Rousseau étaient en ville, ce n'était pas seulement sa couverture qui était compromise. Elle était réduite en cendres. Les Rousseau étaient ceux qui avaient tué son père. Elle regarda la carte noire. Lorenzo Moretti était un monstre, mais il était peut-être la seule protection qui lui restait contre les démons de son passé. Sophie ne rentra pas directement chez elle. Elle prit le train Q, dépassa son arrêt, descendit à l'arrêt suivant, prit un bus pour revenir et parcourut les derniers kilomètres à pied dans les rues sinueuses du Queens. À 3h30 du matin, elle se retrouva enfin devant son immeuble, un bâtiment en briques délabrées, sans ascenseur, qui sentait le chou bouilli et le plâtre humide. Elle s'arrêta devant la porte d'entrée. Quelque chose n'allait pas. C'était un détail insignifiant que la plupart des gens n'auraient pas remarqué. Avant de partir travailler, elle avait placé un petit morceau de ruban adhésif transparent dans le coin inférieur du cadre de la porte. C'était une vieille astuce que son père lui avait apprise quand elle avait 12 ans. Fais confiance à Dieu, Sophia, mais vérifie tout le reste. Quand elle vit que le ruban adhésif était déchiré, elle eut le souffle coupé. Quelqu'un était à l'intérieur. Elle recula lentement, se réfugiant dans l'ombre de la ruelle. Son esprit s'emballa. Était-ce Lorenzo? Avait-il rompu sa promesse et envoyé ses hommes de main pour la ramener de force? Non, Lorenzo était arrogant, mais pas négligent. S'il l'avait voulu, il l'aurait prise sur le champ. Cela semblait différent. Cela semblait maladroit. Cela ressemblait au Rousseau. Elle avait deux choix. Elle pouvait s'enfuir et tout laisser derrière elle. Ou entrer et se battre, laissant derrière elle sa réserve d'argent, ses faux passeports et la seule photo qu'elle avait de sa mère. Sophie toucha la poche de son sweat à capuche. Elle avait un cutter provenant du restaurant et une petite bombe de spray au poivre. Pas vraiment un arsenal contre les tueurs à gages de la mafia. Puis elle se souvint de la carte noire. Elle la sortit. Les chiffres dorés scintillaient dans la faible lumière. « Appelle-moi. » Elle composa le numéro. Il sonna une fois. « Parle. » C'était de la voix de Lorenzo qui répondait. Il semblait bien réveillé. « Il y a quelqu'un dans mon appartement, » murmura Sophie en se collant contre le mur de briques. Il y eut un silence. La ligne crépitait. « Où es-tu? »« À l'extérieur du Queens, sur la 42e rue. »« Es-tu en sécurité? »« Pour les 30 prochaines secondes, au moins. Après ça, je ne sais pas. »« Reste caché, » ordonna Lorenzo.
Ne rentre pas. Ne te fais pas remarquer. J'ai une voiture à 2 pâtés de maison qui te surveille. Sophie se figea. Tu m'as fait suivre, je te l'ai dit. Je suis consultant en logistique. Je protège mes investissements. Retrouve-moi au coin de Broadway. Une berline grise. Le mot de passe est OMEA. Vas-y! La ligne fut coupée. Sophie n'eut pas le temps de s'énerver à propos de la surveillance. La porte d'entrée de son immeuble s'ouvrit. 2 hommes en sortirent. Ils étaient grands et portaient des vestes en cuir qui bombaient à la taille. Ils n'étaient pas italiens. Ils venaient d'Europe de l'Est. Les Rousseau utilisaient des hommes de main albanais. L'un d'eux vérifia son téléphone. « Il n'est pas là. L'endroit est vide. »« Trouvez-la » grogna l'autre. « Apportez-moi sa tête » dit Don. Le sang de Sophie se glaça. « Apportez-moi sa tête » Ce n'était pas une campagne de recrutement. C'était une exécution. Elle s'enfonça davantage dans la ruelle, se faufilant dans le labyrinthe de poubelles à pas feutrés. Elle atteignit le coin de Broadway juste au moment où la berline grise s'arrêtait. La vitre s'abaissa d'1 centimètre. « Code ?» demanda le conducteur. Il ressemblait à un ancien marine. « Momea ?» répondit Sophie en se précipitant sur la banquette arrière dès que la porte se déverrouilla. « Partez !» cria-t-elle. Les pneus crissèrent lorsque la voiture démarra en trombe, juste au moment où les 2 Albanais tournaient au coin de la rue, armes à la main. Ils tirèrent 2 coups de feu, brisant le feu arrière, mais la berline avait déjà slalomé entre les voitures et disparu dans la ville nocturne. Sophie s'affala contre le siège en cuir, le cœur battant à tout rompre. Elle était en vie, mais Sophie Miller, la serveuse, était morte. Son appartement avait été compromis. Son identité était compromise. La voiture ne s'arrêta qu'une fois arrivée dans un parking souterrain privé du centre-ville de Manhattan. Un ascenseur l'emmena 50 étages plus haut jusqu'à la suite penthouse de l'hôtel St. Regis. Les portes s'ouvrirent directement sur un salon qui valait plus que tous ses gains cumulés. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville scintillante de New York. Lorenzo se tenait près de la cheminée, sirotant un liquide ambré dans un verre. Il avait troqué son costume contre une chemise et un pantalon en soie noire. Il avait l'air fatigué, mais son regard était vif. « Vous avez un problème de nuisible, » dit-il en se tournant vers elle. « Des Albanais, des Rousseau, » corrigea Sophie en entrant dans la pièce. Elle se sentait sale et insignifiante dans ce palais de verre et d'or. « Allons engager les Albanais. Les Rousseau, » songea Lorenzo en remuant son verre. « Ils envahissent mon territoire dans le quartier des abattoirs. Agressifs et stupides. » Il la regarda. « Pourquoi veulent-ils la mort de Sophie? » Sophie, elle s'approcha de la fenêtre et regarda la ville qui voulait l'engloutir tout entière. « Parce que je ne m'appelle pas Sophie Miller. »« Je sais, » dit Lorenzo doucement. « J'ai passé quelques coupes de fil pendant que tu étais en transit. » Il posa un dossier sur la table basse en verre. « Tu es Sofia Rossi, dit-il, la fille de Giacomo Rossi, le parrain de Polmo, qui a contrôlé le commerce de l'huile d'olive pendant 30 ans jusqu'à son assassinat en 2005. » Sophie tressaillit. Entendre son vrai nom prononcé à voix haute lui fit l'effet d'un coup physique. « Ils l'ont tué, » murmura-t-elle. « Les Rousseau. Ils voulaient ces routes maritimes. Ils l'ont tué, ma mère et mes frères. J'étais en pensionnat en Suisse. J'étais la seule survivante. Et depuis, tu n'as cessé de fuir, conclut Lorenzo. Serveuse, femme de ménage, te cachant de tes fantômes. Je ne me cache plus, dit Sophie en se tournant vers lui. Ses yeux étaient secs. Ils m'ont trouvé. Je n'ai plus nulle part où aller. Lorenzo s'approcha d'elle. Il se tint suffisamment près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. Tu as un endroit où aller, dit-il. La famille Rossi était alliée aux Morettes autrefois. Ton père et mon grand-père partageaient leur repas. Il lui tendit la main. Travaille pour moi, Sophia. Pas comme serveuse. Sois mes yeux, sois mes oreilles. Tu parles les dialectes, tu connais les coutumes, tu as le sang. Mon organisation est pleine de serpents. J'ai besoin d'une mangouste. Qu'est-ce que j'y gagne? Demanda Sophie en regardant sa main. Tu obtiens une protection, promit Lorenzo. Tu obtiens de l'argent et quand le moment sera venu, tu obtiendras les Rousseau. Sophie regarda sa main, puis son visage. Le loup de New York lui proposait un pacte avec le diable. Mais, pour l'instant, il était le seul à disposer d'une épée assez grande pour la défendre. Elle prit sa main,
Sa poigne était ferme, chaude et dangereuse. Marché conclu, dit-elle. La transformation prit 3 jours. Lorenzo ne lui offrait pas seulement un travail. Il lui donnait une nouvelle peau. Les uniformes en polyester bon marché et les sweats à capuche baggy furent remplacés par des blazers sur mesure, des chemisiers en soie et des talons aiguilles qui ressemblaient à des armes. Il l'installa dans un appartement sécurisé dans son immeuble, 3 étages en dessous du sien. Mais le véritable changement était intérieur. Sophie, désormais connue sous le nom de Sophia dans le cercle restreint, dut réapprendre à être une prédatrice. Son premier test eut lieu un mardi soir, une réunion avec la famille Calibrazi dans un entrepôt privé du Navy Yard. « Reste près de moi », lui dit Lorenzo en ajustant leurs oreillettes à l'arrière du SUV. « Ne parle pas sauf si je te le demande. Contente-toi d'écouter. Écoute ce qu'ils disent. Et plus important encore, ce qu'ils ne disent pas. Qui allons-nous rencontrer? Vincent le boucher. Vargo, dit Lorenzo en vérifiant son pistolet. Il prétend vouloir la paix. Il dit qu'il ne savait pas que les Rousseau s'installaient ici. Tu le crois? Je crois que tout le monde est un menteur jusqu'à sa mort, répondit Lorenzo. Ils entrèrent dans l'entrepôt. Il faisait froid et ça sentait la rouille et le sel de mer. Vargo attendait à une table en métal entourée de 4 gardes. C'était un homme en surpoids, avec des taches de graisse sur sa chemise, et son sourire n'atteignait pas ses yeux. Lorenzo s'assit en face de lui. Silvio se tenait à sa droite. Sofia se tenait à sa gauche, tenant une mallette qui était censée contenir des contrats, mais qui contenait en réalité un Glock 19 chargé et un dispositif de repérage. La réunion commença cordialement. Ils parlaient en italien standard. Vargo s'excusa pour les récentes tensions. Il offrit à Lorenzo un pourcentage de ses syndicats de construction en guise de cadeau de paix. « Je n'aime pas les Rousseau, dit Vargo en écartant les mains. Ce sont des animaux. Ils n'ont aucun respect pour la tradition. Toi et moi, Lorenzo, nous sommes des hommes d'honneur. » Lorenzo acquiesça, apparemment apaisé. « L'accord de construction est généreux, Vincent. J'accepte. » La tension dans la pièce se dissipa. Silvio détendit ses épaules, mais Sofia sentit un picotement dans la nuque. Elle observait le conseiller de Vargo, un homme mince nommé Paolo, qui se tenait dans l'ombre. Pendant que Vargo parlait italien, Paolo murmurait dans son téléphone. Il ne parlait pas italien. Il parlait arberesh. Sofia tendit l'oreille, filtrant les échos de l'entrepôt. « Isis nariti » murmura Paolo. « Les poissons sont dans le filet. » Sofia écarquilla les yeux. C'était un piège. Elle n'attendit pas la permission. Elle s'avança et posa sa main sur l'épaule de Lorenzo. C'était une violation flagrante du protocole. « Patron, dit-elle en anglais d'une voix tranchante, nous devons partir immédiatement. » Le sourire de Vargo s'évanouit. « Excusez-moi, qui est cette femme? »« Taisez-vous, rétorqua Lorenzo à Vargo, puis il regarda Sofia. « Pourquoi, Paolo, dit-elle en désignant l'homme dans l'ombre. Il vient de donner le signal. Les poissons sont dans le filet. Ils ne sont pas seuls ici. Le visage de Vargo devint violet. Elle ment. Elle est folle. Lorenzo regarda Sofia. Il pouvait voir la certitude dans ses yeux. Il n'hésita pas. Il renversa la table et utilisa la lourde surface métallique comme bouclier juste au moment où les lucarnes au-dessus d'eux se brisaient. Des hommes descendirent des poutres à l'aide de cordes. Leurs mitraillettes crépitaient. « Embuscade !» hurla Silvio en ripostant. « Partez !» Lorenzo attrapa Sofia par le bras et la traîna derrière une pile de caisses d'expédition. Les balles déchiquetèrent le béton à l'endroit où il se trouvait une seconde plus tôt. « Comment tu savais ?» cria Lorenzo par-dessus le rugissement des coupes de feu. « Ils parlaient le dialecte » répondit Sofia en sortant son Glock de la mallette. « Ils t'ont vendu au Rousseau. » Ils étaient coincés. Les hommes de Vargo se rapprochaient par l'avant, tandis que l'équipe repoussée les prenait à revers. Silvio fut touché. Matteo cria de l'autre côté de la pièce. Le vieux concierge se tenait la jambe. Le sang s'accumulait sur le sol. Lorenzo regarda son mentor, puis la sortit à 50 mètres, caché par une pluie de balles. Il semblait piégé. Pour la première fois, le loup semblait acculé. Sofia le vit aussi. Elle vit son hésitation. « Couvrez-moi, dit-elle. »« Quoi? Non. » Lorenzo l'attrapa. « Vous êtes analyste, pas soldat. »« Je suis une Rossi, grogna-t-elle en se dégageant de son étreinte. « Et personne ne tue mon patron dès la première semaine. » Elle n'attendit pas.
Elle sortit de sa cachette et sprinta latéralement à travers l'espace ouvert. Elle ne se contentait pas de courir. Elle attirait les tirs. Des tireurs perchés dans les combles tournèrent leurs armes vers la femme en talons hauts qui courait comme une athlète olympique. Sophia glissa sur le sol et se mit à couvert derrière un chariot élévateur. Elle prit une inspiration, se redressa et tira 3 fois. Elle visait juste. 2 des hommes dans les combles tombèrent, leur corps heurtant le béton dans un bruit sourd écœurant. La diversion avait fonctionné. Lorenzo et Matteo traînèrent Silvio vers la sortie, tirant des coups de semonce. Sophia les rejoignit devant la lourde porte en fer. Lorenzo l'ouvrit d'un coup de pied et ils se précipitèrent dans la nuit pluvieuse où leur convoi les attendait. Ils montèrent dans le SUV et s'éloignèrent à toute vitesse de l'embuscade, les pneus crissant dans leur sillage. À l'intérieur de la voiture, le silence régna pendant une bonne minute, seulement rompu par les gémissements de douleur de Silvio. Lorenzo regarda Sophia. Ses cheveux étaient en bataille, son blazer était déchiré et elle avait une trace de graisse sur la joue. Elle rechargeait calmement et méthodiquement son chargeur. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau de toute sa vie. « Vous nous avez sauvés, » dit Lorenzo. La voix pleine d'admiration. « J'ai fait mon travail, » répondit Sophia en enclenchant le chargeur. « Vous avez tué 2 hommes, » fit remarquer Lorenzo. « Légitime défense. » Lorenzo tendit la main et essuya la graisse sur sa joue avec son pouce. Son geste était doux, contrastant fortement avec la violence à laquelle il venait d'échapper. « Tu n'es pas seulement une Rosie, » murmura-t-il. « Tu es dangereuse. »« Est-ce un problème ?» le défia-t-elle en plongeant son regard dans ses yeux sombres. Lorenzo se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. L'adrénaline coulait encore dans leurs veines, créant un champ magnétique électrique. « Non, » murmura-t-il, « c'est exactement ce que j'attendais. » Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait l'embrasser. L'air entre eux crépitait d'un désir inexprimé, un mélange puissant de peur et d'attirance. Puis son téléphone sonna. Lorenzo se recula, brisant le charme. Il répondit, le visage durci. « Quoi ?» aboya-t-il. Après avoir écouté un instant, il baissa lentement le téléphone. Il regarda Sophia, mais la chaleur avait disparu de ses yeux. À sa place, il y avait un regard de profonde trahison. « Chauffeur, » dit Lorenzo froidement, « arrêtez la voiture. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sophia, sentant le changement d'atmosphère. « C'était de mon contact au FBI, » dit Lorenzo d'une voix dénuée d'émotion. « Il vient de faire analyser l'arme trouvée dans l'entrepôt de Vargo, celle que ces hommes ont utilisée. Elle correspond à l'arme qui a servi à tuer mon frère il y a 3 ans. » Lorenzo se tourna vers Sophia, le regard glacial. « Cette arme appartient à la famille Rossi, Sophia, la famille de ton père. » Sophia se figea. « C'est impossible. Mon père est mort depuis 20 ans. Nos armes ont été détruites. »« Vraiment ?» demanda Lorenzo. « Où m'as-tu menti tout ce temps? Es-tu ici pour m'aider, Sophia? »« Sophia? Ou es-tu ici pour terminer ce que ton père a commencé? » La voiture se gara sur le bord de l'autoroute, détrempée par la pluie. « Sors, » dit Lorenzo. « Lorenzo, écoute-moi. Je t'ai dit de sortir, » rugit-il en cherchant son arme. « Rappelle-toi que tu m'as sauvé la vie il y a 5 minutes. » Sophia le regarda, les larmes de frustration lui piquant les yeux. Il avait tort, quelqu'un était en train de piéger sa famille et elle, mais le loup était blessé et refusait d'entendre raison. Elle ouvrit la porte et sortit sous la pluie battante. Le SUV démarra en trombe, la laissant seule au bord de l'autoroute une fois de plus. Mais cette fois, elle n'était plus seulement une serveuse fuyant son passé. Elle était une soldate dans une guerre qu'elle n'avait pas déclenchée et elle était déterminée à la mener jusqu'au bout. Sophia marcha 3 kilomètres sous la pluie jusqu'à ce qu'elle trouve un restaurant routier. Elle s'assit dans le coin au fond, frissonnant, ses vêtements mouillés collés à sa peau. Elle commanda un café noir et fixa le liquide sombre. Lorenzo pensait qu'elle était une traîtresse. Les Russo voulaient sa mort. Vargo l'avait reconnue. Elle était en échec et mat, mais Sophia Rossi avait un avantage. Personne ne savait qu'elle existait. Enfin, pas tout à fait. Pour Lorenzo, elle était un facteur imprévisible. Pour les Russo, elle était une menace. Mais pour elle-même, elle était la fille du Prince Olive. Elle devait découvrir qui avait placé l'arme. Qui orchestrait la guerre entre les Morettes et le fantôme des Russo? Elle plongea la main dans son soutien-gorge et en sortit une petite clé USB étanche.
Elle l'avait volé dans le bureau de Vargo pendant le chaos de la fusillade. Pendant que tout le monde tirait, elle avait récupéré des données. Elle sortit de sa poche un smartphone fissuré, un téléphone jetable qu'elle gardait pour les urgences et y brancha la clé USB. En parcourant les fichiers cryptés, les feuilles de calcul, les paiements et les manifestes d'expédition, elle trouva enfin ce qu'elle cherchait, un ordre de transfert pour le projet de Lazarus, livraison de fournitures. Destinataire, Matteo Giordano. Sofia retint son souffle. Matteo était le bras droit de Lorenzo, le brute avec la cicatrice. Il était à la solde de Vargo. C'était lui qui avait placé l'arme. C'était lui qui avait organisé l'embuscade. Lorenzo n'avait pas été trahi par les fantômes des Rossi. Il avait été trahi par l'homme qui se tenait juste à côté de lui. Sofia vérifia la date et l'heure indiquée sur le fichier. Une réunion était prévue pour minuit ce soir-là au Lvetta, le restaurant où tout avait commencé. Matteo allait livrer Lorenzo au Rossos ce soir-là. L'embuscade à l'entrepôt n'était qu'un stratagème pour séparer Lorenzo de ses fidèles, le rendre paranoïaque et l'isoler. Elle venait d'être expulsée de la voiture. Lorenzo était seul avec Matteo. Sofia regarda l'horloge accrochée au mur. Il était 23h15. Elle avait 45 minutes pour retourner à Taiba. Elle n'avait ni voiture ni renfort et il ne lui restait que 6 balles dans son chargeur. Elle courut vers le parking. Un camionneur était en train de monter dans sa cabine. « Hé !» cria-t-elle en agitant le billet de 100 $ qu'elle avait caché dans sa chaussure. « J'ai besoin qu'on m'emmène en ville rapidement. » Le camionneur regarda la femme trempée et désespérée aux yeux féroces. « Montez, madame. » Le trajet dura 30 minutes. Sofia passa chaque seconde à nettoyer son arme et à prier des saints auxquels elle ne croyait plus depuis des années. Le camion la déposa à 2 pâtés de maison de Levetta. Les rues étaient calmes. Le restaurant était censé être fermé, mais une faible lumière brillait à l'intérieur. Sofia se glissa dans la ruelle, celle où Lorenzo l'avait confrontée pour la première fois. Elle jeta un coup d'œil à travers la vitre sale. La salle à manger principale avait été préparée pour un dîner privé, mais il n'y avait pas de nourriture. Lorenzo était attaché à une chaise au centre de la pièce. Son visage était ensanglanté. Il avait été battu. Debout devant lui se tenait Matteo, une batte de baseball à la main. Assis à la table 4, celle de Lorenzo, se trouvait un homme que Sofia reconnaissait pour l'avoir vu dans ses cauchemars. Victor Russo. Victor Russo, l'homme qui avait tué son père. « Tu perds la main, Lorenzo, » dit-il. Russo rit en coupant un morceau de steak. « Tu t'es laissé distraire par une fille. Tu as baissé ta garde. Elle n'a rien à voir avec ce billet dehors. » Lorenzo cracha, du sang coulant de sa lèvre. « Elle est partie, vraiment, » ricana Matteo. « Ou peut-être qu'elle travaillait pour moi depuis le début. C'est peut-être elle qui t'a conduit à l'entrepôt. » « Ne prononce pas son nom, » grogna Lorenzo. Même maintenant, ligoté et battu, il la défendait. Sofia ressentit une douleur dans la poitrine. Il ne l'avait pas complètement abandonnée. Il était confus et blessé, mais il continuait à la protéger. « Peu importe, » dit Russo en s'essuyant la bouche. « Signe les papiers de transfert pour le front de mer, Lorenzo, et je ferai vite. Refuse et je laisserai Matteo s'entraîner à frapper. » Lorenzo leva les yeux, le regard provocateur. « Va au diable !» Matteo leva la batte. Sofia savait qu'elle ne pouvait pas les affronter tous. Il y avait 4 gardes près de la porte, plus Matteo et Russo. 6 hommes, 6 balles. Elle avait besoin d'une distraction. Elle avait besoin d'un miracle. Elle regarda autour d'elle dans la cuisine. La conduite de guet et les cuisinières étaient de qualité industrielle. Si elle coupait la conduite et provoquait une étincelle, ce serait du suicide. Mais c'était le seul moyen de le sauver. Sofia ouvrit la porte arrière d'un coup de pied. Cette fois, elle ne se faufila pas à l'intérieur. Elle entra bruyamment. « Hé !» cria-t-elle. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent. Matteo baissa la batte. Russo plissa les yeux. « Qui est-ce ?»« Je suis la serveuse, » dit Sofia en entrant dans la salle à manger. Elle tenait son arme à côté d'elle, l'air inoffensif. « Sofia, cours !» cria Lorenzo en tirant sur ses cordes. « J'ai essayé de courir, » dit-elle, la voix tremblante sous l'effet de l'adrénaline. « Je n'ai pas aimé ça. Tu es là, » ordonna Russo d'un ton désinvolte. 2 gardes levèrent leurs armes. « Attendez !» cria Sofia. « J'ai la clé de cryptage des comptes offshore de Lorenzo. Vous voulez l'argent, n'est-ce pas? Tout est là. »
Elle brandit la clé USB. Rousseau leva la main. Ne tirez pas. Il regarda la clé avec avidité. Apportez-le ici. Sophia s'avança lentement. Elle traversa la cuisine. Ce faisant, elle donna un petit coup de pied dans la valve de la cuisinière à gaz qu'elle avait desserrée plus tôt. Un sifflement silencieux et mortel de gaz commença à remplir la cuisine derrière elle. Elle s'approcha de la table 4. Elle se trouvait à 1,50 m de Lorenzo. « Je suis désolé, patron, lui murmura-t-elle. « Sophia, qu'est-ce que tu fais ?» supplia Lorenzo. Elle regarda Matteo. « Espèce de traître. » Elle regarda Rousseau. « Et toi, assassin. Donne-moi le disque dur, exigea Rousseau en se levant. Attrape, dit Sophia. Elle lança le disque dur en l'air et tout le monde regarda le petit objet argenté décrire une courbe vers le plafond. Sophia tomba à genoux. Elle ne tira pas sur Rousseau. Elle ne tira pas non plus sur Matteo. Au lieu de cela, elle tira un seul coup de feu dans la cuisine, visant à l'aveuglette le dosseret métallique où les étincelles allaient jaillir. Boum! La cuisine explosa. Une boule de feu jaillit de l'arrière, arrachant les portes de l'orgon et envoyant une vague de chaleur et de débris dans la salle à manger. L'onde de choc renversa tout le monde. Les fenêtres de l'Aveta volèrent en éclats vers la rue. Le système d'extinction automatique se déclencha, déversant un déluge d'eau sur le chaos enflammé. Ayant anticipé l'explosion, Sophia était déjà en mouvement. Elle se précipita sur les morceaux de verre brisés pour rejoindre Lorenzo. « Sophia » toussa-t-il, les oreilles bourdonnantes. Elle sortit un couteau de sa botte et coupa ses cordes. « Tu peux bouger? »« Oui, » gémit-il en se levant tant bien que mal. « Alors batte-toi » Matteo se releva en titubant, le visage brûlant de rage. Il rugit comme une batte et se précipita vers eux. Lorenzo le rencontra à mi-chemin. Il n'avait pas d'arme, mais il avait la rage. Il intercepta la charge de Matteo, enfonçant son épaule dans le ventre du traître. Ils s'écrasèrent une contre une table, brisant le verre et renversant l'eau. Pendant ce temps, Rousseau rampait vers son arme. Sophia lui marcha sur la main. Crunch! Rousseau hurla. Il leva les yeux vers elle, la terreur dans le regard. « Toi, haleta-t-il, tu lui ressembles. »« Tant mieux, dit Sophia. Elle leva son arme. « Non !» cria Lorenzo, laissant Matteo inconscient derrière lui. « Sophia, ne fais pas ça. Nous avons besoin de lui vivant. Nous avons besoin des codes. » Sophia hésita. Son doigt était sur la gâchette. L'homme qui avait tué son père se tenait juste là. La justice était à sa portée. Des sirènes retentirent au loin. La police arrivait. « Sophia !» Lorenzo lui attrapa le bras. « Nous devons partir, dit-il. Si tu le tues, la guerre ne finira jamais. Nous allons l'emmener. Nous le ferons avouer. Nous gagnerons de la bonne manière. » Elle regarda Lorenzo. Son visage était meurtri et son costume était en lambeaux, mais il la regardait avec une intensité désespérée. Il ne lui donnait pas d'ordre comme un patron. Il lui demandait en tant que partenaire. Elle baissa son arme. « Attrape-le, dit-elle. » Lorenzo souleva Rousseau, qui gémissait, en le tirant par le col. Sophia couvrit la sortie. Ils titubèrent dans l'air frais de la nuit, laissant derrière eux les ruines en feu de l'Eveta. Ils arrivèrent dans la ruelle juste au moment où la première voiture de police s'arrêtait en crissant des pneus devant. Ils s'effondrèrent contre le mur de briques du bâtiment adjacent, cachés dans l'ombre. Ils haletaient tous les deux, trempés, ensanglantés, mais vivants. Lorenzo la regarda. Il rit d'un rire rauque et haletant. « Tu as fait sauter mon restaurant, dit-il. »« L'eau à Buka était sec de toute façon, répondit-elle, un léger sourire effleurant ses lèvres. Lorenzo tendit la main et lui prit le visage entre ses mains. Cette fois, aucun coup de téléphone ne vint les interrompre. Il l'embrassa. Son baiser avait le goût de la fumée, du sang et de la pluie, mais c'était la chose la plus réelle qu'ils aient jamais connue. « Ce n'est pas fini, » murmura Lorenzo contre ses lèvres. « Les autres familles vont venir nous chercher. »« Qu'ils viennent, » dit Sophia en agrippant son revers. « Je parle leur langue maintenant. » La planque était une usine de conditionnement de viande désaffectée dans le New Jersey. Un tombeau froid en acier qui sentait la rouille. Victor Rousseau était assis au milieu de la pièce, les mains attachées derrière le dos avec des liens en plastique. Il saignait du nez, mais continuait à ricaner. Lorenzo faisait les 100 pas devant lui tandis que Sophia s'appuyait contre un tapis roulant. Le Glock 19 reposait tranquillement dans sa main. « C'est fini, Victor, » dit Lorenzo d'une voix qui résonnait.
Matteo est en fuite. Mon restaurant a disparu. Mais tu es là! Tu ne peux pas me tuer! Cracha Rousseau. Je suis le chef d'une famille. Si tu me tues sans vote de la commission, les 3 autres familles te traqueront. Tu déclencheras une guerre que tu ne peux pas gagner. Lorenzo s'arrêta. Il savait que Rousseau avait raison. Les anciennes lois protégeaient les Dons. Je n'ai pas besoin de te tuer, dit Lorenzo calmement. J'ai juste besoin de la vérité. Admette que tu as piégé la famille Rossi. Rousseau éclata d'un rire humide et guttural. Je préfère mourir. Sophia se détacha du mur. Elle marcha lentement vers lui. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air vieille. Elle s'arrêta à quelques centimètres de son visage. L'arboulie à Livy, murmura-t-elle. Vous vous souvenez des oliviers? Rousseau cligna des yeux. Le dialecte le déconcertait. Je m'en souviens, continua Sophia. J'avais 10 ans. Vous êtes venu chez mon père à Palmo. Tu m'as donné une pièce d'or, puis tu as tiré dans le dos de mon père dans l'olivereille. Rousseau la fixa, le visage livide. La serveuse n'était pas seulement une sosie, c'était un fantôme. Sophie, murmura-t-il. C'était une affaire. C'est toujours une affaire, acquiesça-t-elle. Elle sortit un téléphone jetable. Je ne vais pas te tuer, Victor. Ce serait trop facile. Elle composa un numéro et mit le téléphone en mode haut-parleur. Pronto. Une voix avec un fort accent répondit. C'était Don Giamino, le chef de la commission sicilienne et la plus haute autorité dans leur monde. Don Giamino, dit Sophia, les yeux rivés sur Rousseau. Voici Sophia Rossi, la fille de Jaco. Il y eut un silence au bout du fil. Puis, d'une voix grave et basse, nous te croyions morte, mon enfant. Je l'étais, répondit Sophia, jusqu'à ce que Victor Rousseau tente de finir le travail ce soir. Je l'ai ici. Il a tué un homme sans autorisation il y a 20 ans. Et ce soir, il a utilisé des explosifs dans un établissement civil. Rousseau se débattit contre ses liens. Raccroche, raccroche le téléphone. Dans leur monde, être condamné par la Sicile était pire que la mort. C'était de Russia. Passe le téléphone à Victor, ordonna Don. Sophia tendit le téléphone à l'oreille de Rousseau. Victor, dit la vieille voix dans un crépitement, tu as couvert ta famille de honte. Tu es seul. Fais ce qui est honorable. La ligne fut coupée. Rousseau s'effondra, vaincu. Il n'avait pas peur de mourir. Il avait peur d'être dépouillé de son nom. « Que veux-tu » murmura Rousseau. « La retraite » répondit froidement Sophia. « La Floride. Tu ne remettras plus jamais les pieds à New York. Si tu le fais, l'ordre venu de Sicile sera exécuté. » Rousseau acquiesça lentement. Il avait été battu non pas à coups de poing, mais par sa lignée. 3 jours plus tard, la réunion eut lieu au Café Rio dans Greenwich Village. Les chefs des 3 familles restantes, les Gambino, les Genovese et les Luke, étaient assis à une table en marbre, l'air sceptique et tendu. Lorenzo entra, couvert de bleu, mais vêtu d'un costume neuf. Il se plaça en bout de table. « Rousseau n'est plus là, annonça Lorenzo. J'ai repris ses activités. »« C'est agressif, dit le chef des Genovese. » Frank dit d'un ton las. « Qui t'a aidé à orchestrer ce coup d'État? » « Nous avons entendu dire que Silvio était à l'hôpital. » Lorenzo sourit. « Messieurs, puis-je vous présenter ma partenaire? » Sophia entra. Elle portait un tailleur blanc sur mesure qui semblait briller dans la pénombre. Le seul bijou qu'elle portait était une lourde bague en or, celle de son père. « Voici Sophia Rossi, » dit Lorenzo. Le nom frappa la table comme un coup de marteau. Sophia se dirigea vers la chaise vide à côté de Lorenzo. « Signor » s'adressa-t-elle à eux d'une voix autoritaire. « Mon père respectait cette table. J'ai l'intention de faire de même. Mais sachez ceci. Les familles Amoretti et Rossi ne font désormais plus qu'une. » Elle les regarda tous. Elle ne broncha pas. Rousseau nous a sous-estimés parce qu'il voyait en nous une serveuse et non une égale. Ne commettez pas la même erreur. Frank regarda Lorenzo, puis Sophia. Il vit la façon dont ils se tenaient ensemble, formant un front uni, une dynastie. Frank hocha lentement la tête et leva sa tasse d'espresso, déjà familière. 6 mois plus tard, le nouveau restaurant s'appelait l'Edita, l'héritage. Il était plus grandiose que l'ancien. Le soir de l'inauguration, la salle était remplie de politiciens et de personnes influentes. Sophia se tenait sur le balcon, observant ce qui se passait en bas. Elle vit une jeune serveuse laisser tomber une fourchette et s'agiter. Sophia descendit les escaliers, se frayant un chemin à travers la foule. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle Rossi, balbutia la jeune fille. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît.
Sophia ramassa la fourchette et sourit. C'était un sourire sincère et chaleureux. Respire, dit-elle. J'ai déjà travaillé à ce poste. La table 4 est un cauchemar, n'est-ce pas? La jeune fille cligna des yeux. Vraiment? Oui, et j'ai fait tomber bien plus qu'une fourchette. Sophia lui serra l'épaule. Marche comme si tu étais chez toi et tu finiras par l'être. Elle se retourna pour partir et trouva Lorenzo qui l'attendait au bar avec 2 verres d'alcool. Tu es trop douce, la taquina-t-il en lui tendant un verre. Je suis efficace, corrigea-t-elle. La peur rend les gens maladroits. Le respect les rend loyaux. Lorenzo contempla l'empire qu'ils avaient bâti ensemble. Puis il la regarda. Ça te manque? Être invisible, la vie simple. Sophia regarda la porte d'entrée. Elle pensa à la peur, à la clandestinité et à la solitude de Sophie Miller. Puis elle regarda Lorenzo, le loup qui avait fait d'elle une reine. Non, dit-elle. Elle se pencha vers lui et lui murmura une dernière fois à l'oreille dans le dialecte sicilien. Ansumenta Enzo, je suis chez moi. Enfin, je suis chez moi. Lorenzo sourit, un sourire rare et sincère qu'elle n'avait vu qu'une seule fois auparavant. Il lui prit la main et ils se tournèrent ensemble vers la salle. Ils étaient le roi et la reine de New York, et que Dieu vienne en aide à ceux qui oublieraient de leur apporter le pain. De serveuse à reine de la pègre new-yorkaise, Sophia Rossi a prouvé qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, ni une femme à son tablier. Elle n'a pas seulement survécu à Shark Tank, elle est devenue le requin. On se demande combien de personnes croisons-nous chaque jour dans la rue qui cachent des pouvoirs secrets, attendant le bon moment pour les révéler. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de romance et de justice mafieuse, n'hésitez pas à liker la publication. Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire dramatique. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place de Sophia? Auriez-vous sauvé Lorenzo ou l'auriez-vous laissé à son sort?